Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le brief et l'analyse d'un boîtier qu'on n'attendait plus et que je suis heureux de vous présenter aujourd'hui, le Panasonic S5 II. Alors si vous êtes comme moi, vous avez dû mater les 700 vidéos qui sont apparues sur YouTube le 4 janvier à 16h, juste après l'annonce de Panasonic. Le YouTube Game International et français en force a publié moult vidéos, mais si vous n'avez pas le courage de toutes les regarder, ici on va faire un petit récap, un condensé, et on va analyser un petit peu ce qui vient de se passer. Je profite de cette petite interlude pour t'inviter, toi qui n'es pas abonné, à le faire. Abonne-toi, mets la cloche, mets des commentaires, mets des pouces. Ici on parle de photos, on parle de vidéos, on parle du marché de la photo, on parle du business, on parle du corporate, on parle mariage, on parle de plein de choses. On parle quoi? Rejoins-moi, viens du côté obscur de la force. Et on attaque avec les spécifications de ce Panasonic S5 Mark II. On a donc un capteur de 24,2 millions de pixels, nouveau capteur, conçu en collaboration avec Leica, capteur stabilisé, Panasonic on a l'habitude. On a un corps en magnésium, c'est à peu près le même corps que le S5, avec un écran sur rotule 180 degrés comme avant. On a un nouveau système de dissipation de chaleur puisque depuis quelques années, avec plusieurs marques, Panasonic, Sony, on a des systèmes de dissipation sur le côté de l'écran et aujourd'hui c'est carrément dans le viseur de l'écran, dans le VF, on va en parler un petit peu plus tard. Donc un petit peu d'innovation et ça permet de l'enregistrement en illimité sur à peu près tous les formats. On a un viseur de 3,7 millions de points en termes de connectique. On est sur de l'USB-C 3.2 Gen 2, donc ce qu'il y a de plus rapide actuellement. On est reparti sur de l'HDMI type A, le gros, le solide, celui qu'on veut. On a deux ports de carte SD. Merci Seigneur. J'aime le SD, je suis désolé, j'aime la SD, la CF Express, ça m'emmerde, la SD c'est bien plus économique et très efficace. Et puis la petite feature, ce qui fait plaisir, et toutes les marques devraient en prendre de la graine parce que je crois qu'à peu près tout le monde s'en plaint dans toutes les marques, c'est le système de fixation de la sangle. C'est terminé les espèces de petits machins qui font gling 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 sur le côté, voilà, maintenant c'est directement dans le corps en magnésium, il y a deux espèces de petits arceaux et vous accrochez ce que vous voulez, mais c'est tellement mieux. En tout cas, quand on fait de la vidéo, on n'a pas besoin d'avoir du bruit externe et franchement, ça c'est vraiment un plus. Niveau photo, en autofocus continu, vous aurez 7 images par seconde en obturateur mécanique, ce qui n'est pas énorme, vous pouvez monter à 9 en autofocus single, ça a assez peu d'intérêt. En revanche, en obturateur électronique, on monte à 30 images par seconde. En termes de buffer, Damien Bernal a calculé, sous réserve que vous ayez des cartes suffisamment rapides, qu'en obturateur mécanique, donc à 7 images par seconde, vous avez un buffer illimité. En électronique, vous pouvez tenir jusqu'à 7 secondes, ce qui doit faire dans les 300 images, quelque chose comme ça. Donc le buffer est confortable, c'est plutôt assez cool. Par contre, Damien Bernal a identifié un petit souci qui peut-être sera réglé dans les mises à jour prochaines, c'est le temps d'enregistrement. C'est-à-dire que votre buffer, vous faites votre rafale, clac, 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 il s'arrête pas pendant 7 secondes ou alors en illimité selon votre type d'obturateur. Et une fois que vous arrêtez, le temps qu'il enregistre dans la carte, lui, il est monté jusqu'à 1 minute. C'est-à-dire que pendant 1 minute, vous pouvez plus reprendre de photos. Ça franchement c'est naze. J'espère que Pana trouvera une solution. Une des fonctionnalités photo qui est assez cool, c'est le Pixel Shift. Alors ça a plein de noms selon les marques, moi je retiens Pixel Shift. C'est la capacité du capteur de faire plusieurs photos en se déplaçant et de vous faire une image en haute résolution. Et là on monte à 96 mégapixels. Au niveau vidéo, vous avez la possibilité en interne de faire de la 6K 30 images par seconde en 4.2.0 10 bits, ainsi que de la 4K25, 4K60 et Full HD. Je crois que vous pouvez monter à 180 images par seconde selon le codec que vous choisissez, et tout ça en 4.2.2 10 bits en interne. Autre truc intéressant, c'est la capacité d'enregistrer en open gate et de faire de la 3,3K en anamorphique, avec en interne du boîtier un système de D-Squeeze qui vous permet directement sur l'écran de voir votre image finale, alors pas étalonnée, mais finale en termes de ratio d'images. Et les ratios pris en charge sont 1,3, 1,33, 1,5, 1,8 et 2. On a un double ISO natif en Vlog à 640 et à 4000 ISO. Ça, c'est le truc de Pana qui est vraiment super chouette et donc c'est cool, c'est toujours là. Ça fait toujours le café. En termes de montée en ISO, justement, Damien Bernal faisait un comparatif avec un boîtier de la même gamme, c'est-à-dire l'A7 IV, et jusqu'à à peu près 12 800 ISO, à peu de choses près, on est à peu près égal. C'est-à-dire que ce S5 II est capable d'avoir un bruit limité à peu près à la même hauteur que ce Sony A7 IV. Un des défauts qui a été repéré par tout le monde sur ce boîtier, c'est l'autonomie. Ça a beau être les mêmes batteries que le Panasonic S5, visiblement on est un peu en dessous, alors sans être mauvais, on est un petit peu juste, donc
En 4K25, Damien Bernal a fait 2 heures, mais d'autres youtubeurs ont fait des tests qui sont encore moins bons. Quelques-uns de ces testeurs ont émis l'hypothèse que ce nouvel autofocus mis en place doit pomper beaucoup plus d'énergie, mais je pense qu'on peut compter sur les prochaines mises à jour qui améliorent le boîtier. Panasonic est pas radin en mise à jour généralement, et on peut se dire qu'avec quelques mises à jour, ils ont moyen de faire gagner l'autonomie, peut-être de gagner encore 10, peut-être 15% sur la batterie. En termes de dynamique d'image, on est à la même chose que le Panasonic S5, et en termes de rolling shutter, on est au niveau à peu près d'un Canon R6. Un truc qui est toujours présent chez Panasonic et qui est un truc à la fois que j'adorais sur mes Pana et qui me rendait fou parfois, c'est cette stabilisation de capteur. Panasonic est connu pour avoir sa stabilisation qui est une des meilleures du marché, mais qui avait ce problème de wobbling. Le wobbling, c'est la déformation des coins. Damien Bernal fait le constat que pour lui, c'est la meilleure stabilisation plein format qu'il ait jamais vue. En ayant vu pas mal de tests, je trouve malgré tout qu'il y a encore du wobbling, il y en a beaucoup moins, on sent que les algorithmes commencent à travailler, mais il y a toujours ces déformations sur les côtés qui rendent les plans inutilisables. Elles sont minimes, et de tous les tests que j'ai pu voir, aux US ou en France, j'ai l'impression que tant qu'on reste à 24 mm ou un peu plus, il n'y a pas trop de problème. En dessous de 24 mm, l'image elle se déforme, c'est pas utilisable. Je pense que le top du top, c'est à partir de 30 mm, 35 mm, là, vous avez une stabilisation incroyable, limite vous êtes sur trépied. Il n'y a aucune déformation. Maintenant on attaque le gros morceau, le truc dont tout le monde parle et qui fait qu'on parle tant de ce Panasonic S5 II, c'est l'autofocus. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Panasonic était le petit village gaulois qui a décidé de résister à l'envahisseur depuis plus de 15 ans en disant « Nous, on ne veut pas de cet autofocus de phase. Nous, on veut garder l'autofocus de contraste parce que sur le papier, on est convaincu que c'est le meilleur. » Ils se sont trompés, ça fait des années et des années et des années que tout le monde leur dit « Panasonic, vous vous trompez, arrêtez ». Ils ont perdu énormément de terrain sur le marché, ils ont perdu beaucoup d'utilisateurs, moi le premier, et cette fois-ci, ils ont enfin intégré cet autofocus de phase. Alors en réalité, c'est un couplage d'autofocus de phase et l'autofocus de contraste qu'ils avaient avant. Ça permet d'éviter tous les micro-pompages qu'on avait avant. Pour vous en rendre compte, il suffit de regarder mes anciennes vidéos d'il y a à peu près 1 an où le Panasonic G9 me filmait tout le temps. Et si vous observez une des lampes qui est derrière, vous verrez que c'est tout le temps en train de se réajuster. C'était extrêmement pénible et ça maintenant, c'est terminé. Alors je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec cet autofocus puisque c'est le premier autofocus de phase de Panasonic. Et malgré tout, ils n'ont pas fait un truc au rabais, ils ont fait un autofocus qui, d'après Damien Bernal et Benjamin Tantot derrière la caméra, vaut à peu près celui d'un Sony A7 IV. Alors je dis à peu près parce qu'il y a quand même toujours cet avantage chez Sony et chez Canon. D'abord, la détection des animaux est nulle chez Panasonic. Pour l'instant, c'est un truc qu'ils ont implémenté mais qui marche pas très bien. Damien Bernal a fait un peu le test. Voilà, lui il dit par rapport à Sony, Canon, rien à voir, oubliez. Autre situation complexe, dès que vous êtes en basse lumière, en très basse lumière, ou alors qu'il y a beaucoup de monde, l'autofocus aurait tendance parfois un peu à se paumer, ce qui n'arrive pas chez Sony. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop sévère, ça reste le premier autofocus de phase de Panasonic, ils avaient quand même au moins 15 ans de retard, et ils ont réussi à se mettre quasiment au niveau des leaders du marché avec leur premier boîtier détection de phase. Donc c'est pas mal, c'est pas les meilleurs, mais visiblement ils sont déjà passés devant Fuji, ils sont déjà passés devant Nikon, si on fait abstraction du X-H2S, si on fait abstraction du Nikon Z9, ils ont réussi à remonter à peu près sur le podium avec leur premier boîtier de détection de phase. Ça mérite le respect. Un autre petit défaut qui a été repéré sur cet autofocus, dès lors qu'un sujet s'approche, dès qu'il est très proche, le focus commence à se paumer. Moi, c'est un constat que j'ai fait aussi sur la 7 IV, mais il faudrait voir un petit peu dans quelle mesure c'est embêtant sur ce S5 II. On en discutera dans le test de la 7 IV qui sortira dans pas longtemps. Dans les petites features intéressantes à noter, il y a la capacité du boîtier à enregistrer l'audio sur 4 canaux, parce que oui, Panasonic fait partie des marques références sur l'audio de ces boîtiers. Il y a chaque fois, chaque itération de chaque boîtier depuis au moins le GH4, ils mettent un super préampli. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de donner cette qualité au son. Et Panasonic, une fois encore, a mis un super préampli et un système qui permet d'enregistrer jusqu'à 4 canaux, 4 micros différents, sous réserve que vous ayez le petit boîtier additionnel qui permet de mettre de l'XLR, etc. et de brancher 4 micros.
Pour les vidéastes, vous avez toujours le vector scope, vous avez le balayage synchronisé qui permet de mettre un shutter beaucoup plus précis pour éviter le flickering. Ça veut dire que vous serez plus à, je sais pas, 1 centième, vous serez à 1 102,9. Voilà, il va adapter, il va faire un balayage, et il va vous permettre d'éviter l'effet de flickering et de bandes qui apparaissent. Donc ça, c'est franchement chouette. Dernier truc pour ceux qui aiment encore la mise au point manuelle ou tout simplement qui ont des optiques rétro ou anamorphiques, il y a la possibilité directement dans le boîtier de régler et de conditionner votre mode de mise au point manuel, c'est-à-dire de le mettre en linéaire. Vous avez deux possibilités, le linéaire et le non linéaire. En non linéaire, en fonction de la vitesse à laquelle vous bougez votre bague, la mise au point va se faire. C'est nul. Franchement, c'est inutilisable. En linéaire, c'est en fonction de l'angle dans lequel vous le faites, comme sur les anciennes optiques. Mais les nouvelles optiques, un peu plus récentes, n'ont pas ce système mécanique. Donc, vous pouvez dans le boîtier le mettre en mode linéaire et même choisir la course de départ et de fin. Vous pouvez dire, moi, ma mise au point de l'infini jusqu'au plus proche, c'est sur 90 degrés, sur 180 degrés, sur 360. Voilà, vous pouvez choisir. Et ça, quand on fait de la vidéo et qu'on utilise un peu le manuel, c'est molto bene. Dernier truc sur ce S5 II, c'est la mise à jour annoncée d'ici à peu près 6 mois du Live View Composing qui va être intégré dans ce boîtier. Le Live View Composing, c'est quoi? C'est la possibilité, par exemple, quand vous faites des pauses longues, de voir votre résultat au fur et à mesure. Ça veut dire que, par exemple, vous faites des photos d'étoiles, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin, par exemple, des 20 secondes pour voir votre photo. Sur le Live View Composing, vous avez la photo qui se crée au fur et à mesure, ça permet de voir un peu si votre réglage est bon dès le départ ou pas. Donc c'est un truc qui existait chez Olympus depuis un certain temps, et donc c'est plutôt cool qu'ils le mettent en place ici. Ce Panasonic S5 Mark II sera disponible fin janvier à 2200 €. Mais c'est pas tout. Panasonic a aussi annoncé un futur boîtier dans quelques mois qui sera le S5 Mark II X. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial ce S5 Mark II X? Il y a encore des trucs un peu secrets, mais grosso modo, c'est un S5 Mark II, c'est le même boîtier. La différence, c'est que tout est noir, c'est-à-dire que le logo il est noir, le S5 Mark II est noir, vous avez un boîtier full black qui va incorporer des options vidéo supplémentaires, la capacité d'enregistrer sur un disque dur externe, la capacité de faire du RAW en externe aussi, voilà. Ça va intégrer plein de trucs supplémentaires en vidéo, mais si c'est pertinent, on en reparlera en temps voulu, et c'est un boîtier qui sera vendu 2500 €, je crois, 2500 € à sa sortie, donc voilà, pour les vidéastes puristes pro, le S5 Mark II X sera un bon choix. Pour les autres, le S5 Mark II fera largement l'affaire. Et alors, quoi penser de ce Panasonic S5 Mark II? C'est bien Panasonic, vous avez écouté. Après des années et des années de plaintes de nombreux utilisateurs, après le départ de beaucoup de gens, beaucoup de vidéastes, moi le premier, Panasonic a arrêté de s'obstiner et d'aller dans la même direction, c'est-à-dire la direction inverse de ce que tout le monde demandait. Ils ont enfin fini par écouter, par mettre un peu de R&D dans leur autofocus, et voilà. Alors là, clairement, Panasonic a décidé d'arrêter de se laisser marcher dessus, et est bien décidé avec sa nouvelle stratégie à reprendre une place sur le marché de l'hybride plein format. Déjà, un petit peu avant la sortie du GH6, on n'a plus trop vu apparaître les ambassadeurs Panasonic. À une époque, seulement les ambassadeurs Pana avaient les boîtiers Pana en avant-première, etc. C'était un milieu très fermé, ils n'avaient pas le droit de parler d'autres boîtiers. C'était un milieu hyper fermé. Depuis le GH6, Panasonic arrose tout le YouTube game de boîtiers, leur laisse du temps pour les tester. Ils ont décidé de s'ouvrir à tout le monde et de laisser les gens donner leur avis. Ça peut paraître con, hein, mais ça, Panasonic le faisait pas avant. C'est Fujifilm qui a un peu lancé le truc en lançant un peu des boîtiers dans tous les sens, Canon le fait aussi. Ça y est, Panasonic, ils se sont mis à distribuer à tout le monde. Autre changement qui va vous paraître hyper évident, et pourtant ça en dit très long, ils ont enfin changé leur putain d'autofocus. Parce que quand on y pense, ça fait quand même des années et des années et des années que les gens qui étaient chez Panasonic se barrent en disant « ça suffit, ça fait longtemps qu'on dit à Panasonic que c'est de la merde leur autofocus et ils veulent pas le changer. Ça fait des années que Panasonic s'en fout et n'écoute pas. » Panasonic était resté bloqué sur « non mais si, on vous promet, sur le papier, le DFD, c'est le meilleur autofocus qui existe. » C'est pas vrai, ça marche pas, on s'en fout du papier. Dans les faits, leur autofocus, il était nul. Et donc pourquoi je dis que c'est un élément parlant du changement de stratégie de Panasonic, c'est pas juste on met ce que tout le monde attend, etc. Il faut imaginer à la place d'une entreprise, ça fait 15 ans que vous investissez de l'argent, des milliers et des milliers de dollars en recherche et développement, que vous payez des gens, que vous payez des équipes, parce que vous croyez à votre autofocus à des questions de contraste. Donc ça fait 15 ans que vous mettez du blé là-dedans, et là vous foutez presque tout à la poubelle, parce que vous passez un nouvel autofocus.
Il faut quand même avoir les couilles et la capacité de se dire « Ok, ça fait 15 ans qu'on se plante, ça nous a coûté une somme incroyable, mais à un moment donné, il faut y aller. » Ils auraient pu rester bloqués sur leur truc, et Panasonic serait mort, au bout d'un moment. Et alors pourquoi est-ce que tout le monde parle de ce boîtier? Si on fait abstraction du fait qu'il y a une dizaine de youtubeurs français qui ont été envoyés au Japon, etc., mais il y en a plein d'autres qui en parlent, et qu'en parlant bien, il n'y a pas eu a priori de pression de la part de Pana, et il y a des mecs comme Damien Bernal, qui sont des gens qui n'ont rien à foutre de la vie des marques, qui disent c'est un excellent boîtier. Alors pourquoi est-ce que tout le monde dit ça? Alors selon moi, Panasonic avait de l'avance sur à peu près tout, sauf l'autofocus. Ils ont toujours eu une ergonomie physique super, les écrans sur rotule, ils le font depuis Mathusalem. L'ergonomie logicielle, les menus ont toujours été hyper simples, ils ont toujours eu une stabilisation de malade, ils ont toujours eu une colorimétrie saluée par tout le monde, déjà à l'époque de la Varicam quand ils faisaient des caméras ciné. Ils ont toujours été extrêmement bons dans à peu près tout, et dès qu'une nouvelle marque sortait une petite feature intéressante, ils l'implémentaient dans le boîtier. Typiquement, le petit carré rouge qu'on a quand on filme, c'est Sony qui l'a lancé. Le boîtier suivant de Pana, ils l'ont mis aussi. Ils ont un peu pompé des trucs qui marchaient bien ailleurs. Donc ils avaient des boîtiers qui déchiraient tout, mais qui avaient un autofocus merdique. Et donc là, ils ont enfin mis ce que tout le monde attendait, mais c'est pas le meilleur autofocus. C'est pas ça qui fait que leur boîtier il est exceptionnel. D'ailleurs, Steven dans sa vidéo disait, ok, il a le même autofocus à peu de choses près que Canon et Sony sur la même gamme, mais c'est des boîtiers qui sont sortis il y a 1 an. À aucun moment, Panasonic n'innove sur l'autofocus. Donc ce qui fait que tout le monde en parle de ce boîtier, c'est pas son autofocus, c'est juste qu'il ne manquait que ça pour en faire un boîtier exceptionnel, et ce qui le rend exceptionnel, c'est que vous avez toutes ces innovations, et toute cette technologie, et toute cette sagesse, et ce gain de savoir accumulé au fur et à mesure des boîtiers, et vous l'avez pour 2200 €. Parce qu'aujourd'hui, les deux concurrents principaux en termes de gamme, et de polyvalence, et de public, c'est le Canon R6 Mark II, qui vaut 2900 balles, et le A7 IV qui vaut 2800 balles. Ce S5 II, il est à 2200 balles. Et puis même si c'est un petit truc, il y a quand même un petit peu d'innovation dans ce boîtier, ne serait-ce que le système de refroidissement. On n'est plus sur les systèmes de ventilo sur le côté, ils l'ont mis dans l'œilleton, c'est les seuls à avoir fait ça. Alors même si certains diront, et à juste titre, il n'y a pas de carte CF Express dans ces boîtiers, et les cartes CF Express c'est ce qui chauffe énormément, mais n'empêche qu'ils ont trouvé encore un nouveau moyen, plus discret, plus fin, plus silencieux, de refroidir les boîtiers. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? Canon, Sony, Fujifilm, Nikon, tout le monde a durci son jeu, tout le monde s'est amélioré, tout le monde a amélioré ses technologies, Pana était à la traîne, alors ils reviennent là, est-ce que c'est pas trop tard? Beaucoup diront que oui, mais une remontada ça s'est déjà fait. Je vous rappelle que à l'époque de l'émergence très forte de l'hybride, Canon ne voulait pas faire d'hybride, ils s'y sont mis et ils ont fait un EOS R, dont à peu près tout le monde s'est foutu, parce que c'était nul. Après ils ont fait un EOS RP, qui était à peu près aussi nul que le premier. Ils se sont dit, en faisant un truc un peu moins cher, ça va marcher. Ça n'a pas marché. On aurait pu se dire, Canon a raté le virage de l'hybride. Et pourtant, en 3 ans, ils ont sorti un nombre de boîtiers incroyable, avec des technologies innovantes à des prix à peu près équivalents aux autres. Ils ont développé un parc optique super large en quelques années sur une nouvelle monture, avec un système de bagues pour remettre les anciennes optiques, un peu comme Nikon l'a fait, etc. Enfin, en 3 ans, ils ont réussi à se hisser à égalité, plus ou moins première, deuxième place du marché de l'hybride. C'est quand même extraordinaire. Alors même si Canon et Pana n'ont pas la même force de frappe, ça a été fait une fois. Je sais pas pourquoi Pana pourrait pas le faire non plus. Et alors, et moi, dans cette histoire, moi j'ai été chez Pana pendant des années et des années, j'ai travaillé avec ces boîtiers pendant des années, je les ai défendus pendant des années, je les ai défoncés sur l'autofocus notamment pendant des années, et il y a 6 mois, je suis parti chez Sony. Et aujourd'hui, je me dis, mais putain Pana, mais vous pouviez pas faire ça il y a 6 mois. Parce qu'il y a 6 mois, au moment où j'ai décidé de revendre tous mes boîtiers Pana, mes optiques, mes batteries, putain, si vous aviez fait ce S5 Mark II à ce moment-là, je restais chez vous et je passais sur ce boîtier. Aujourd'hui, je suis full Sony, je suis bien emmerdé. Parce que franchement, même si je suis content de mes Sony, je l'ai dit et je le redis, il y a des trucs qui me manquent énormément chez Pana. La colorimétrie me manque chez Pana. Je suis pas hyper satisfait des couleurs de chez Sony. J'adore le côté photo, j'adore le côté vidéo, mais chez Pana, j'étais plus épanoui, je trouvais que mes images me correspondaient plus. Et ça me manque. Le seul truc qui me manquait vraiment, c'était une montée en ISO correcte, mais c'est résolu depuis quelques temps,
et cet autofocus, et ça y est, ils ont enfin implémenté le seul vrai truc qui me manquait. Alors aujourd'hui, en toute honnêteté, je me questionne. Est-ce que après 6-8 mois chez Sony, est-ce que je revends tout et je repasse chez Panasonic? Je me pose la question. Après, il y a deux contraintes. La première, c'est financièrement, je vais y perdre, forcément. Et la deuxième, c'est, on va se calmer, le boîtier vient de sortir. Il y a des tests qui ont été faits, même si la plupart des testeurs ont eu le boîtier pendant au moins un mois. On va y aller mollo. Je vais attendre de voir un peu ce que ça raconte, ce que des tests à plus long terme, ce que d'autres personnes vont en dire. Mais je n'exclus pas de repasser chez Pana, même si je suis hyper satisfait de Sony, des boîtiers, des optiques. Je suis très content de ce que je fais avec ces boîtiers. En photo, c'est un épanouissement énorme, même si j'adore toujours Fujifilm. La colorimétrie, ça reste un truc hyper important et j'en ai marre de m'arracher les cheveux à essayer d'étalonner ce S-Log 3, alors que chez Pana, tout est tellement plus simple. Donc, l'avenir nous le dira. Peut-être que dans 6 mois, je repasserai chez eux. J'aurais fait la girouette, ça m'emmerde profondément, en plus ça m'aura coûté beaucoup de sous. Mais c'est comme ça. Voilà pour moi, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions, qu'elle aura été suffisamment synthétique. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, que vous soyez Pana ou pas Pana. Ça m'intéresse d'avoir un peu votre point de vue, savoir ce que la communauté en pense. Et j'en profite pour vous remercier, parce qu'on a passé la barre des 3000. Putain, ça fait plaisir. Merci beaucoup. En attendant, prenez soin de vous. Salut.